Un professeur de l'université de Copenhague aurait un jour posé la question suivante à ses étudiants. Comment peut-on mesurer la hauteur d'un immeuble avec un baromètre? La réponse qu'il attendait, c'est qu'il suffit évidemment de mesurer la différence de pression atmosphérique entre le bas et le haut de l'immeuble et d'en déduire la différence d'altitude. L'un des étudiants, Niels Bohr, aurait alors montré son génie en détaillant de très nombreuses autres méthodes totalement différentes. Attacher une corde au baromètre et le faire descendre depuis le sommet de l'immeuble, puis mesurer la longueur de la corde. Le laisser tomber au sol et mesurer la durée de la chute pour en déduire la hauteur avec une simple équation. Utiliser la différence de taille d'ombre entre le baromètre et celle de l'immeuble pour déduire la taille de l'immeuble à partir de celle du baromètre. Faire pendre le baromètre à une ficelle et en faire un pendule qu'on utilise ensuite pour mesurer la gravité au pied et au sommet de l'immeuble et en déduire l'altitude. Bref, tout sauf la solution évidente. L'étudiant était vraiment un génie qui a ensuite révolutionné la physique et le prof était décidément très fermé d'esprit. C'est une super anecdote. Et elle est totalement fausse, bien sûr. Ah bon? Cette légende urbaine a été démystifiée à de très nombreuses reprises, mais comme beaucoup d'histoires croustillantes et totalement fausses, elle ne mourra pas de sitôt. Cependant, la logique derrière cette anecdote imaginaire est très vraie. Avec des instruments de mesure simples et beaucoup d'ingéniosité, on peut parfois faire des déductions incroyables. Imaginons que vous soyez sur une planète inconnue et que vous vouliez connaître la taille, la forme et la masse du corps céleste qui est sous vos pieds. Avec un peu d'astuce, tout ce dont vous aurez besoin est d'un bâton, de quelques outils de mesure, d'un fil à plomb, d'un télescope et d'une grosse montagne. Je suis en Écosse, dans les Highlands, et ce que vous voyez derrière moi est l'instrument de mesure le plus lourd au monde. Enfin, ce que vous voyez derrière moi, ce que vous devinez peut-être vaguement. C'est le Schiehallion, qui culmine à 1083 mètres de haut. Son nom en gaélique signifie, selon les sources, la colline féerique des Calédoniens ou tempête permanente. Et je pense qu'il y en a un qui était juste là pour attirer les touristes. Au XVIIIe siècle, cette montagne a été utilisée pour estimer le poids de la Terre. La méthode est incroyablement élégante et dans cette vidéo on va voir 3 histoires scientifiques de 3 méthodes simples qui ont été utilisées pour estimer la taille, la forme et la masse de la planète Terre. Commençons par mesurer la taille de la planète avec ce bâton. En 240 avant Jésus-Christ, Ératosthène est le chef bibliothécaire de la fameuse bibliothèque d'Alexandrie, dans l'actuelle Égypte. La dynastie des Ptolémées règne sur ce royaume grec et elle n'a pas encore atteint son paroxysme de consanguinité. Ptolémée III n'est marié qu'à sa demi-cousine et son règne marque un âge d'or du pays. C'est la génération suivante qui marque le début de la glissade, quand Ptolémée IV fera des enfants avec sa propre sœur. Mais ça, c'est un autre épisode. Ératosthène est donc bibliothécaire et son métier consiste, entre autres, à organiser la production de milliers de manuscrits qu'on lui confie et il travaille également sur de très nombreux autres projets. Il s'intéresse à la poésie, à l'histoire, aux mathématiques et à la géographie. Un jour, il entend parler d'un phénomène étonnant. On lui raconte que dans la ville de Sienne, loin au sud, sur les rives du Nil, il y a un puits et que chaque année, le jour du solstice d'été, à midi pile, les rayons du soleil plongent jusqu'au fond de ce puits sans laisser la moindre ombre. Ératosthène en déduit que le soleil est alors parfaitement vertical et envoie ses rayons à un angle de 90 degrés par rapport au sol. Pour la plupart des gens, cette information aurait eu assez peu d'intérêt, mais Ératosthène a pour projet de dresser une carte du monde connu. Les savants de l'époque sont déjà convaincus que le monde est une sphère, et pour dessiner sa carte, il a besoin d'en estimer la circonférence. C'est là que le puits de Sienne lui donne une idée. Son intuition a dû ressembler à quelque chose comme ça. Si la Terre est une sphère, alors en creusant des puits de plus en plus au nord de l'équateur, on devrait voir de plus en plus d'ombre au fond. Creuser des puits, c'est fatigant, mais on peut obtenir le même résultat en plantant un bâton. L'ombre s'allongera avec les hautes latitudes. On devrait donc pouvoir estimer exactement la latitude de l'endroit où on est, juste en mesurant l'ombre au moment du solstice d'été. Tout ce qu'on sait de cette expérience nous vient d'auteurs qui sont plus tardifs et qui ont cité l'œuvre perdue d'Ératosthène, donc les détails sont pas très clairs. Peut-être que Ératosthène a planté un bâton dans le sol et mesuré son ombre portée pendant le solstice d'été. Avec un peu de trigonométrie, il aurait pu estimer l'angle des rayons du soleil. Ou alors, il a simplement utilisé un scaphet, une sorte de cadran solaire qui venait d'être inventé par un confrère quelques décennies auparavant. Dans tous les cas, il a obtenu un angle d'incidence des rayons du soleil avec le bâton, environ 7 degrés. Si on part du principe que le soleil est tellement loin que ses rayons arrivent tous parallèles par rapport à la Terre, on peut faire un simple schéma. Grâce à ce schéma, on peut se rendre compte que cet angle de l'ombre avec le bâton est également celui qu'il y a entre Syène, le centre de la Terre, et Alexandrie. C'est assez renversant, je trouve. On est le 16 juin aujourd'hui, donc presque le solstice d'été, et si je plantais le bâton ici, l'angle entre le bâton et l'ombre révélerait la proportion de la circonférence de la Terre qu'il y a entre ma position
et la latitude de Sienne, à l'actuel Assouan. Bon, bien sûr, je suis en Écosse, donc il n'y a pas de soleil, donc pas d'ombre, donc pas de vitamine D. Voilà, il n'y a rien. La pluie, par contre, ils ont bien de la pluie. Ouais. Eratosthène avait donc un angle, mais il restait à faire le plus dur. Déduire de cet angle la circonférence totale de la planète. 7 degrés, c'est environ un 50e d'un cercle complet, donc si on savait à combien de kilomètres correspondent 7 degrés, il suffirait de multiplier cette distance par 50 et on obtiendrait la circonférence de la planète entière. Déduction très logique, mais obtenir une distance précise en 240 avant Jésus-Christ n'était pas si simple. Une légende dit que ce sont les caravanes de chameaux qui auraient donné la mesure parce qu'ils marchent d'un pas très régulier, mais en vérité, on ne sait pas vraiment. Le Nil était régulièrement en crue et retraçait les cartes, ce qui demandait d'employer régulièrement des bématistes, des arpenteurs professionnels qui mesuraient les distances en comptant leurs pas. Quelle que soit la méthode qu'il a utilisée, Eratosthène obtient un résultat. 5000 stades. Comme 5000 stades correspondent à 7 degrés d'angle, Eratosthène multiplie par 50 et il estime la circonférence de la Terre à 250 000 stades. Le stade était une unité de mesure en Grèce antique, mais elle n'était pas standardisée comme le mètre l'est aujourd'hui par exemple. Il y a au moins 6 variations différentes du stade, et on ne sait pas vraiment celle que Eratosthène a choisie. En admettant un stade de 185 mètres de long, son estimation aurait eu une erreur de seulement 15% par rapport à la circonférence connue actuellement, de 40 075 km. C'est une précision vraiment impressionnante, et ça a été obtenu avec un bâton. Bon, vous connaissiez sans doute cette histoire, c'est vrai que c'est un très grand classique, et le raisonnement est magnifique. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que cette prouesse a été répétée pour une autre mesure de la Terre. Un peu moins de 2000 ans plus tard, un débat faisait rage pour savoir quelle forme avait notre planète. Les années 1700 étaient une période scientifique intense, et l'une des controverses les plus féroces a eu lieu à l'Académie des sciences de Paris. D'un côté, Isaac Newton. Ses travaux en physique prédisent que la force centrifuge générée par la rotation de la Terre sur elle-même doit aplatir un peu la planète au niveau des pôles et créer un renflement à l'équateur. De l'autre côté, en France, la puissante dynastie d'astronomes Cassini. Après des décennies de travail sur la création de la toute première carte de France, ils arrivent à la conclusion inverse. La Terre serait allongée au pôle, une sorte de sphéroïde allongé comme un citron. En plus de ce débat purement scientifique, il y a des questions de fierté nationale qui s'ajoutent. Newton et ses idées sont totalement incompatibles avec les propositions de Descartes sur la nature du monde, et les scientifiques français ne vont pas laisser leur icône se faire démonter comme ça. Non, monsieur. Pour régler ce débat, l'Académie française met sur pied un plan très ambitieux. L'idée est d'envoyer 2 équipes, une le plus près possible d'un pôle et l'autre sur l'équateur, et de leur faire mesurer la longueur d'un degré de latitude. Sur une sphère parfaite, les degrés sont aussi grands où qu'ils soient sur la sphère, mais si la sphère est aplatie au pôle, un degré de latitude sera plus long au nord qu'à l'équateur. A l'inverse, si les Cassini ont raison, le degré de l'équateur devrait être le plus long. Donc, il suffit de mesurer un degré de latitude à différents endroits et de comparer. Suffit. Une première expédition est envoyée en Laponie, dans la vallée de la Torne, à la frontière de la Suède et de la Finlande. Pour mesurer une aussi longue distance, la méthode est en fait assez simple. D'abord, il faut mesurer une distance sur un terrain qui est parfaitement plat, comme un fleuve gelé par exemple. On mesure ensuite les angles entre chaque extrémité de cette ligne de base et un repère qui est un peu plus loin, avec un outil qui s'appelle un quadrant. Avec un peu de trigonométrie, on peut déduire la taille des autres côtés de ce triangle. À partir d'une des arêtes de ce premier triangle, on en construit ensuite un deuxième, puis un troisième, et ainsi de suite. En répétant l'opération des dizaines de fois, ça crée une longue chaîne de triangles, d'une longueur qui est connue très précisément, qui s'étend sur plus d'une centaine de kilomètres, en suivant une ligne nord-sud. Ensuite, il ne reste plus qu'à faire des mesures astronomiques aux 2 extrémités de la chaîne pour déterminer la latitude exacte. En divisant la distance au sol par la différence de latitude en degrés, on obtient la longueur précise d'1 degré. Voilà, c'est facile en théorie. Mais en pratique, garder la précision de la mesure dans des environnements aussi extrêmes que la Laponie ou l'Équateur demande un savoir-faire qui est hallucinant. Après 1 an en Laponie, l'expédition trouve 57 422 toises pour 1 degré de latitude. Il restait à avoir les résultats de l'expédition envoyés à Quito, en Équateur, pour être sûr de la forme du monde. Entre le mal de l'altitude, un tremblement de terre, des maladies, du matériel volé, l'argent de la caisse qui est utilisé pour acheter des diamants à une maîtresse, le récit de l'expédition est plus proche d'un roman d'aventure que d'un rapport scientifique. L'expédition est malgré tout un succès scientifique incroyable. Ils découvrent de nombreuses espèces, leurs mesures permettent ensuite à l'Acondamine de définir le mètre, et beaucoup plus tard, le pays lui-même s'inspirera de cette expédition géodésique pour trouver son nom, l'Équateur. Mais surtout, après 10 ans de travaux, ils finissent par avoir une mesure. 56 734 toises. Moins que 57 422 toises, la mesure qui avait été trouvée au pôle.
Donc 1 degré de latitude est plus long au pôle qu'à l'équateur, Newton avait raison, la Terre est aplatie au pôle à cause de sa rotation sur elle-même. Ce qui est vraiment impressionnant, c'est que la forme de la planète a été déduite en faisant de simples mesures de distance et d'angle, et un peu de trigonométrie. Et c'est avec les mêmes outils que des chercheurs écossais se sont rendus compte qu'ils pouvaient même peser le monde entier. On ne savait pas vraiment ce qu'il y avait sous nos pieds en 1774. Certains scientifiques de l'époque pensaient sincèrement que le monde était creux et qu'il abritait en son centre un deuxième petit soleil qui réchauffait des civilisations inversées. Ça va ou bien? Ouais, tranquille, ouais. Et toi? D'autres pensaient plutôt qu'il y avait des terres creuses emboîtées les unes dans les autres, comme des poupées russes, qui tournaient toutes sur elles-mêmes, indépendamment les unes des autres. Ouais, les platistes manquent vraiment d'imagination, en fait. Pour mettre un terme à ces débats, il suffisait de prendre une mesure, peser la Terre. Si elle était légère, c'est qu'elle était effectivement pleine de vide, et dans le cas contraire, c'est qu'elle était pleine de plein. Oui, d'accord. Des chercheurs britanniques eurent l'idée de faire une petite expérience très simple ici dans les Highlands. Je vous explique. Dans la mécanique newtonienne, les objets de l'univers s'attirent les uns les autres avec une force qui dépend de leur masse respective et de la distance qui les sépare. Je suis attiré par la Terre, elle est aussi attirée par moi, goût discutable, mais bon, certes, et tous les objets alentours subissent le même genre de force. Si je pends un pendule par exemple comme ça, il va évidemment pointer vers le bas parce que la planète est le truc le plus massif à la ronde, mais il va aussi être très légèrement attiré par d'autres choses bien lourdes, comme mon humour ou cette montagne. Imaginons qu'il y ait une deuxième Terre et que mon pendule soit attiré par les deux en même temps. Son axe correspondra à la résultante des forces. Si je réduis le poids de ma deuxième Terre, il pointera plus vers la première, et inversement. Avec une montagne, c'est la même chose. L'angle du pendule nous donne une information sur la masse relative des deux objets. Si je connais précisément le poids de cette montagne, et que j'arrive à mesurer le décalage du fil à plomb avec la verticale sans faire d'erreur, je pourrais deviner le poids de la planète, sous mes pieds. C'est très malin, et c'est l'idée qu'ont eu une équipe de savants britanniques en 1774. Ils se sont donc mis en chasse d'une montagne qui était parfaitement adaptée à l'expérience, et celle-ci faisait très bien l'affaire. Le Schiehallion a été choisi pour sa forme symétrique et son isolement. Il n'y a pas d'autres montagnes autour pour perturber les mesures très précises de l'angle du pendule. L'astronome royal Nevil Maskelyne fait construire 2 observatoires sur les pentes nord et sud du Schiehallion, au plus près de son centre de masse. Des pendules y sont suspendus, et pour comparer leurs angles avec une verticale absolue, Maskelyne utilise une quarantaine d'étoiles comme repère fixe. En doublant la mesure au nord et au sud de la montagne, il peut montrer que le pendule est très subtilement dévié de cette verticale en direction du Schiehallion. De 0,0032 degrés précisément. Il ne reste plus qu'à estimer le poids de la montagne. Il estime d'abord la densité de la montagne en échantillonnant des roches. Il a ensuite logiquement besoin de son volume. Quand le mathématicien Charles Hutton s'attaque à ce problème, il a une idée. Découper la montagne en tranches simplifiées à intervalles réguliers d'altitude. Il invente en fait les isolines du relief qu'on utilise tout le temps aujourd'hui. La montagne a une densité de 2500 kg par mètre cube et attire le pendule 17 804 fois moins que la Terre. Avec le volume et la densité de la montagne, le volume de la Terre et l'angle du pendule, il estime que la planète a une densité de 4500 kg par mètre cube. En réalité, c'est un petit peu plus que ça, mais ça permet quand même aux savants de faire des déductions très justes. La planète est presque 2 fois plus dense que cette montagne. Ils en déduisent que le cœur de la Terre n'est certainement pas creux, qu'il est en fait beaucoup plus dense qu'en surface, et donc il doit être composé de métal pur. Et effectivement, aujourd'hui on sait que le noyau est principalement composé de fer et de nickel. Donc ils réussissent à déduire que la Terre n'est pas creuse, qu'elle pèse dans les 10 puissance 24 kg, et que son cœur est composé de métal très dense, et tout ça en mesurant l'angle d'un fil à plomb près d'une montagne. C'est extrêmement impressionnant, je trouve. On fait souvent un lien entre les découvertes scientifiques importantes et les gros équipements comme le LHC, les labos high-tech, les télescopes en orbite, etc. Mais je suis pas certain que ça représente bien la science, même aujourd'hui. Ces instruments sont très chers et ils produisent des résultats scientifiques qui sont incroyables, c'est sûr, mais il y a de très très nombreux papiers renversants qui sont encore aujourd'hui faits avec des bonnes idées, du scotch, un peu de code informatique ou en posant des questions toutes simples aux gens. J'ai mis quelques exemples d'études comme ça en description, et la conclusion que j'en tire, c'est qu'aujourd'hui, tout comme il y a plusieurs centaines d'années, on peut faire des découvertes incroyables avec un bâton, en quelque sorte. Je sais pas vraiment où je vais avec cette conclusion, mais à mon avis, il y a un décalage entre la science et sa vision chez le grand public, et peut-être qu'au lieu de se fixer sur les gros instruments technologiques, ce serait chouette de montrer qu'avec des très bons modèles et des expériences originales, on pourrait aller très loin. Voilà. C'est tout. Allez, à la prochaine. Salut.
Merci à toutes et tous d'avoir suivi l'épisode jusqu'au bout, et merci particulièrement aux tipeurs et tipeuses qui soutiennent la chaîne. Sans vous, ce serait totalement impossible de faire des vidéos sur l'histoire des méthodes scientifiques comme ça, un sujet qui, j'en suis sûr, intéresse au moins 3 ou 4 personnes. Au moins. Si vous faites partie de ces 3-4 personnes, n'hésitez pas à me le dire parce que j'ai d'autres idées d'épisodes un peu dans ce style qui montrent l'ingéniosité scientifique ou intellectuelle des gens du passé. Voilà, donc n'hésitez pas à vous signaler. Bref, merci encore, vous êtes très chouettes et je vous dis à très bientôt. Salut!